Bonsoir à tout le monde. Bienvenue pour cette soirée organisée par l'ETEC, les Amis de la Terre, Attaque France et avec le soutien du collectif Stop TAFTA, CETA, Mercosur. Et donc du coup pour une soirée sur ces enjeux de commerce et de relocalisation, on pensait qu'il y avait pas mal d'actualités, avec l'actualité sur l'accord UE-Mercosur, l'actualité sur le CETA, l'actualité sur d'autres accords de commerce, sur la façon dont la Commission européenne s'est emparée de ces questions au lendemain ou en pleine période de pandémie, la façon dont la France et le gouvernement, Emmanuel Macron, se sont emparés de la question des enjeux de relocalisation. Et donc, du coup, l'objectif de ce webinaire est de faire le point un petit peu sur toutes ces actualités-là, de présenter un état des lieux et également de donner quelques informations sur ce qu'il est possible de faire dans les collectifs locaux, dans nos organisations, sur ce qui est en cours, sur ce qui est dans les tuyaux en matière de mobilisation ou d'initiative sur ces enjeux-là, en tenant compte, bien entendu, de la situation. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je vais vous présenter rapidement les trois intervenants que nous sommes. Donc, moi-même, je suis Maxime Combe, je travaille à l'ETEC sur ces enjeux de commerce et de relocalisation et je suis porte-parole d'Attaque France. Et avec moi, donc, ce soir, vous avez Laura Vérec, qui travaille aux Amis de la Terre Europe, qui suit ces questions de commerce international depuis des années, et Nicolas Roux, qui est aussi aux Amis de la Terre en France, qui co-anime le collectif Stop TAFTA CETA et qui pilote le site d'information bilaterals.org sur tous les enjeux de commerce et d'investissement et sur lequel vous retrouverez toute une série de ressources bien utiles sur ces questions-là. Et tous les trois, nous participons également à un réseau relativement peu connu, mais qui est très important pour nous, qui est le réseau Seattle to Brussels, qui est le réseau européen des organisations et collectifs qui bataillent sur les enjeux de commerce depuis maintenant plus de 20 ans, enfin près de 20 ans, et qui est en fait donc du coup pour nous une source d'information, une source de débat et de confirmation des choses que nous évoquons très très importantes. Et donc, du coup, on va découper les interventions ainsi. Laura va faire une série de constats et l'état des lieux, l'actualité sur le CETA, qui est quand même cet accord complètement extravagant, qui s'applique depuis de nombreuses années maintenant et qui n'est toujours pas ratifié en France. Nicolas donc fera la même chose plutôt donc sur l'accord UE-Mercosur. J'apporterai quelques éléments sur les enjeux de relocalisation et ensuite une deuxième partie, et en fonction des questions et des remarques que vous pourrez poster pour ceux qui sont sur Facebook dans les commentaires. Une deuxième partie plus tournée vers ce que nous pouvons faire, ce qui est dans les tuyaux pour les prochaines semaines. Et donc du coup, sans tarder, je passe la parole à Laura. Merci Laura de ta présence. Et donc du coup, pour quelques minutes sur la situation sur le CETA, cet accord entre l'UE et le Canada. Merci à tous d'être présents ce soir et merci pour l'invitation et l'organisation. Donc, je suis les accords de commerce de l'Union européenne depuis 6 ans. Donc, je vais rapidement rappeler pourquoi on n'aime pas le CETA. J'imagine que la plupart d'entre vous le savent, mais au cas où, on va peut-être faire un bref rappel. Donc, il faut savoir que c'est un accord de commerce entre l'Union européenne et le Canada. C'est un accord de commerce, mais aussi d'investissement, donc qui contient une clause de protection des investissements, ce qu'on appelle les tribunaux d'arbitrage, donc ce qui permet à une entreprise canadienne de mettre en justice l'État français dans une justice parallèle privée. Pour vous donner peut-être rapidement un exemple de ce que ça pourrait dire, lors de la loi Hulot en France, on a eu une menace d'une entreprise de gaz canadienne envers l'État français, une menace d'arbitrage qui a eu une influence sur la loi Hulot puisqu'elle l'a rendue beaucoup moins ambitieuse, parmi d'autres influences bien entendu. Mais c'est ce genre de tribunaux qu'on pourrait voir généraliser avec le CETA. Le CETA, c'est aussi un modèle agricole. Il perpétue un modèle agricole industriel, un modèle agricole au Canada, on utilise des farines animales, des antibiotiques. Et ce modèle agricole, il viendrait mettre en péril en fait une agriculture plus locale et plus paysanne un modèle qu'on cherche à promouvoir en France. On a vu récemment, par exemple, à travers un audit européen, que malgré le fait qu'on va amener du bœuf canadien, soi-disant sans hormones, ce système a de nombreuses défaillances, donc on n'est même pas sûr d'importer du bœuf canadien sans hormones. Il y a une autre chose qui est un peu plus complexe et peut-être aussi beaucoup moins sexy dans les traités de commerce, mais tout autant dangereux, c'est ce qu'on appelle la coopération réglementaire.
Ce sont des dialogues qui auront lieu entre les décideurs politiques au Canada et l'Union européenne au tout début de la création d'une loi pour vérifier que nos lois ne soient pas trop différentes des lois canadiennes. Donc là, on est dans des discussions entre des personnes qui vont uniquement chercher à renforcer le commerce entre les deux marchés et qui vont donner leur avis sur des lois sanitaires, environnementales, sociales, afin qu'elles ne soient pas trop divergentes. Et on voit déjà dans ces comités de discussion des sujets tels que le glyphosate qui ont été abordés par les partenaires commerciaux canadiens. Donc ça pose vraiment question, est-ce que c'est le meilleur endroit pour parler du glyphosate? Une discussion entre experts commerciaux. Et puis, ATTAC a fait nombreuses études que certains d'entre vous ont certainement lues sur l'impact que ce traité peut avoir sur le changement climatique. On a forcément plus d'émissions liées au fret transatlantique, on a donc une agriculture plus intensive. On a également aussi l'exportation de sable bitumineux du Canada vers l'Union européenne. Et bien entendu, avec la coopération réglementaire et avec les tribunaux d'arbitrage, c'est aussi beaucoup plus d'influence politique pour les grands groupes industriels et beaucoup de risques par rapport à nos normes. Bon, on est tous contre ici, et ça c'est génial. Donc le CETA a été mis en ce qu'on appelle en application provisoire. Donc la plupart de son chapitre commercial, si vous voulez, est en application, mais les tribunaux d'arbitrage, eux, ne sont pas en application. Donc on va attendre que tous les pays de l'Union européenne ratifient pour que les tribunaux d'arbitrage puissent être effectifs. Jusqu'à présent, il y a 14 pays qui ont ratifié l'accord, 15 avec le Royaume-Uni, mais ils ne font plus partie de l'Union européenne. Il faut savoir que malgré tout, dans ces 14 pays, il manque des pays très importants comme la France et l'Allemagne. Alors, il y a certains pays où les discussions ont été assez houleuses. C'est le cas, par exemple, au Parlement néerlandais. L'accord a passé tout juste dans la première chambre et la deuxième chambre n'a pas encore voté. Le vote a été repoussé puisque les Néerlandais ont énormément de réticence par rapport à cet accord. Et récemment, le Parlement chypriote a rejeté l'accord. Alors, vous avez peut-être lu que c'était grâce ou à cause de la Lomie, certes, mais il y avait de bien nombreux autres sujets qui étaient abordés par les députés de Chypre. Et ce que l'on voit, hélas, c'est que plutôt que faire tomber cet accord ou amener à une discussion au Conseil, ce que cherche à faire le gouvernement chypriote, c'est parler avec la Commission, parler avec le Canada et parler avec son Parlement pour refaire voter ou amender un tout petit peu l'accord pour essayer de le refaire passer, de le faire accepter à nouveau. En France, la prochaine échéance, c'est le Sénat, l'échéance qui est repoussée régulièrement, étant donné que Macron parle d'une évaluation des effets de l'accord, mais pour le moment, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Il faut savoir que l'accord est passé à l'Assemblée nationale l'année dernière, en juillet 2019, et il y avait 265 voix pour, 211 contre et, j'allais dire 77 abstentions. Ce qu'on a vu qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, dans le groupe En Marche de juillet dernier, il y avait tout de même 54 députés En Marche qui s'étaient abstenus. Donc, le groupe En Marche n'est pas à sa majorité derrière cet accord. Il y a eu quelques abstentions et on pourra en reparler. Donc voilà un peu l'image globale du CETA aujourd'hui. Merci Laura. Nicolas, le même exercice sur le Mercosur, avec donc une actualité qui s'est accélérée un petit peu ces dernières semaines. Merci Maxime et bonsoir à tous. Alors oui, quelques mots sur l'accord avec le Mercosur. L'accord sur le Mercosur, c'est un peu une saga, quoi, comme un de ces feuilletons télévisés qui durent des années et des années. Là, avec l'accord de Mercosur, on a une saga qui dure depuis une vingtaine d'années. Donc c'est un accord qu'on appelle d'association, donc un accord assez global qui englobe aussi bien des histoires, un volet politique, un volet de développement, et dont les négociations ont débuté donc il y a 20 ans, quoi. Et c'est un accord qui est quand même global, hein, c'est-à-dire c'était quand même un accord qui concerne beaucoup de secteurs, donc, et pas seulement l'agriculture dont on parle souvent, donc ça concerne les services, la propriété intellectuelle, les marchés publics, etc. Et donc, au bout de 20 ans, au bout de 20 ans de négociations, en 2019 exactement, on est parvenu à un accord politique. Donc, c'était l'année dernière, l'été dernier. Et depuis donc ce temps-là, on est dans une phase qu'on appelle un peu où on regarde un peu les derniers détails techniques, les derniers détails juridiques. Donc, en phase un peu finale de l'accord, de la conclusion de l'accord, quoi. Alors tout se passait très très bien, sauf que l'accord enfin tout très très bien, pardon, pour les pros, des personnes qui étaient en faveur de ces accords et les multinationales, mais le problème c'est que l'accord en fait a été de plus en plus décrié, notamment beaucoup pour son impact sur l'agriculture. Et quand on dit l'agriculture, il faut voir que dans le Mercosur, en fait, j'aurais peut-être dû préciser ça dès le début,
Mercosur, on a donc ces 4 pays d'Amérique latine, hein, donc le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Et au Brésil, il y a une industrie de l'agriculture très intensive, notamment dans l'industrie bovine, qui est responsable de la déforestation de l'Amazone, notamment d'une part déjà pour l'agriculture, enfin pour l'élevage lui-même, mais aussi pour tout ce qui est soja, notamment soja OGM, qui est utilisé pour nourrir les bêtes dans le monde entier. Donc il faut voir qu'un accord comme ça, forcément, ça veut dire qu'on va aller encore plus loin dans cette dynamique, c'est-à-dire plus de déforestation avec tous les impacts que ça peut avoir sur l'environnement, sur le climat et sur les droits humains, car l'Amazonie, c'est aussi une région où il y a beaucoup de populations indigènes qui vivent sur place, quoi. Je rajoute aussi le fait que le Brésil, comme vous le savez tous, est en ce moment dirigé par un personnage qui s'appelle Bolsonaro, qu'on peut qualifier quand même d'extrême droite. Et donc tout cela a généré beaucoup de critiques côté européen, mais aussi côté des pays du Mercosur, car eux, ils redoutent beaucoup d'impact sur l'emploi, notamment dans le secteur d'automobile, dans le cadre des marchés publics, dans l'agriculture, etc., quoi. Donc tout ce qui a été décrié, tous ces sujets qu'on fait un peu polémiques, sont traduits quand même sur nos positions plus politiques. Notamment, alors d'une part, côté Mercosur, des pays comme l'Argentine ont dit qu'ils étaient plus ou moins contre l'accord, mais qu'ils seraient prêts à accepter si on met en place des instruments juridiques qui protègent l'environnement. Et on a vu aussi en Union européenne pas mal de parlements qui sont prononcés contre l'accord avec le Mercosur. Je parle notamment du Parlement irlandais, autrichien, Parlement wallon, Parlement néerlandais. Donc tous ont émis des réserves, des votes dont la plupart sont non contraignants, mais quand même qui montrent quand même une certaine défiance vis-à-vis de cet accord en Europe. Il y a 2 jours, on a eu aussi le Parlement européen qui a aussi précisé lors d'un vote qui se prononçait contre l'accord en l'état. Donc c'est un vote non contraignant, mais c'est quand même un vote qui existe, qui a le mérite d'exister. Au niveau de l'exécutif aussi, on a eu plusieurs oppositions, notamment Merkel, hein, Angela Merkel, la chancelière allemande, qui a dit aussi qu'elle s'opposait à l'accord en l'état, ce qui a généré d'ailleurs une réponse assez brutale, disons, des lobbies allemands qui l'ont rappelé un peu à l'ordre. Le Premier ministre irlandais aussi a émis quelques réserves. Et côté français, bien sûr, Macron, notre champion de la communication, qui a annoncé depuis 2019 que la France était contre le Mercosur, que la France allait stopper le Mercosur, etc. Bien sûr, ce n'est qu'un écran de fumée, parce que ces annonces n'ont pas dépassé la frontière. Donc, pour l'instant, rien ne s'est passé au niveau du Conseil européen, sauf le Premier ministre irlandais a jusqu'à présent émis quelques réserves a précisé qu'il irait jusqu'à Bruxelles pour émettre ses réserves. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une commission d'experts qui avait été mandatée par le gouvernement français pour évaluer l'accord, et le gouvernement a mis du temps à sortir, donc va publier le rapport de cette commission, et on comprend pourquoi, parce que la commission, enfin le rapport était sans appel, hein. La commission a dit que l'accord engendrerait une hausse annuelle de la déforestation de 25 ans pendant 6 mois, entrée sur le marché européen de denrées produites avec des pesticides interdits en Union européenne, risque d'affaiblissement des standards environnementaux et sanitaires européens, impact sur les droits humains, et tout ça pour un faible accord économique, alors que les dégâts environnementaux sur le climat, la biodiversité, seraient énormes. Donc c'est important de souligner ça, parce que souvent on dit que le problème de cet accord, c'est Bolsonaro, c'est l'extrême droite, etc. Alors pas du tout, en fait. C'est un accord qui, comme le CETA d'ailleurs, et comme les autres accords, sont intrinsèquement, en fait, nocifs pour les populations et pour l'environnement, quoi. Le risque de toutes ces oppositions, parce que pour l'instant, je donne un paysage peut-être un peu positif, mais le risque aussi qui se passe avec tout ce qu'on raconte, toutes les oppositions qui ont lieu en Europe, ou même enfin, toutes les réserves, disons plutôt, qui est en Europe et en Amérique latine, c'est que tous ces personnages politiques, donc parlent de refus de l'accord en l'état. Alors en l'état, ça veut dire qu'ils sont prêts à accepter l'accord s'il y a des garanties environnementales, notamment liées à la déforestation en Amazonie, quoi. Donc le risque de ces déclarations, c'est qu'on pourrait avoir un instrument juridique, un texte rajouté à la marge de l'accord qui rassurerait un peu tout le monde, et qui rassurait aussi, et donc il y aurait énormément de communication là-dessus de la part des gouvernements, des multinationales, pour nous dire que cet accord, en fait,
on a un instrument juridique qui a été rajouté, donc cet accord est finalement pas si mal que ça. Et ça, c'est quelque chose qui est c'est intéressant de souligner parce que ça, c'est quelque chose qui est aussi vieux que les accords de libre-échange. À chaque fois que vous avez un nouvel accord de libre-échange, on a des personnes qui s'opposent pour des raisons environnementales, des raisons sur les droits humains, etc. Et pour les plus anciens d'entre nous, on a l'exemple de l'ALENA, qui est l'accord de libre-échange nord-américain. Et c'est assez intéressant parce que c'est le premier accord de libre-échange un peu moderne, un peu global de tous les accords qu'on voit maintenant. Et on a vu exactement le même débat à l'époque. Ils avaient rajouté un petit texte donc, pour la protection de l'environnement et des droits humains. Résultat, l'accord est passé avec tous les dommages qu'il a eu 30 ans plus tard, notamment au Mexique. Et donc, rapidement, pour conclure, ce qui est intéressant de souligner quand même dans cette petite saga, c'est qu'actuellement, on a eu 3 petites victoires, en fait, sur 3 victoires sur 3 aspects différents. C'est que, d'une part, même si ce n'est pas nécessaire, on a un refus de l'accord en tant que tel, ce qui est quand même une avancée par rapport à d'autres accords. On a quand même gagné du temps. Il faut savoir que quand la présidence du Conseil européen, est passée à l'Allemagne l'été dernier, un des objectifs du Conseil européen allemand, c'était de conclure cet accord. Or là, on voit très bien que ça va être très très compliqué. Le 9 novembre, on a une date clé où l'accord devait être présenté au Conseil. Il ne va pas être adopté lors de ce Conseil. Donc ça, c'est déjà quand même une petite victoire. Petite, mais certes, victoire. Et la troisième petite victoire, c'est qu'on est en train de gagner aussi la bataille sur l'opinion publique. On a eu un des sondages, on voit que plus de 3 Européens sur 4, notamment 78% en France, sont contre cet accord. Donc, souhaitent tout simplement que cet accord soit abandonné. Alors, c'est un sondage qui avait été fait en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et en France. Donc, on a quand même 3 petites victoires. Et donc, c'est quand même assez intéressant de souligner. Et puis, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Si vous avez des questions plus tard, on peut en débattre. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, du coup, je vais essayer d'apporter quelques éléments également sur le troisième enjeu de ce webinaire qu'on voulait mettre en discussion, les enjeux de relocalisation. Vous vous souvenez sans doute que pendant le printemps, au début de la pandémie en Europe, il n'y a pas eu un seul dirigeant politique, voire même économique, pour ne pas annoncer publiquement qu'il était en faveur d'une relocalisation des activités productives sur le sol européen, sur le sol français. Qu'en est-il aujourd'hui, alors qu'on est au mois d'octobre? Que s'est-il passé? Est-ce que des décisions ont été prises en ce sens et tout cela? C'est un petit peu ce rapide panorama que je veux effectuer. La première des choses, c'est pour poursuivre sur le Mercosur, c'est que la Commission européenne procède comme si la pandémie n'avait justement pas montré au grand jour les failles de la mondialisation néolibérale et les tensions sur les chaînes mondiales d'approvisionnement qu'on a connues au printemps et qui ont bien été mis en exergue. Puisque au-delà de la finalisation de l'accord avec le Mercosur qu'elle a essayé de poursuivre, les équipes de la Commission européenne ont finalisé un accord avec le Mexique au printemps, continuent à négocier avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, et donc du coup on a finalement une fuite en avant dans la poursuite de ces accords-là. Pour la Commission européenne, il est hors de question d'abandonner le principe même de la libéralisation du commerce et de l'investissement à l'échelle internationale. Et au niveau européen, le terme de relocalisation a complètement disparu du vocabulaire. Il a été remplacé aujourd'hui par un terme qui veut à peu près rien dire, mais qui fait bien, qui est le terme d'autonomie stratégique ouverte. Le terme d'autonomie stratégique ouverte est aujourd'hui le terme qu'utilise la Commission européenne pour en gros dire qu'elle est éventuellement d'accord pour essayer de protéger quelques secteurs clés, notamment le secteur des secteurs clés dans la santé et tout cela, mais qu'à aucune condition elle ne remettra en cause le fait d'ouvrir par exemple très largement l'Union européenne aux investisseurs étrangers, ni même remettre en cause le fait que la Commission européenne continue à négocier des accords de commerce avec les pays du Sud, y compris pour garantir l'accès de l'Union européenne et de ses entreprises aux ressources naturelles. Donc on a une forme là de peut-être, et c'est à préciser dans les semaines et les mois à venir, une forme de nouveau mercantilisme européen où l'Union européenne va éventuellement se doter
de nouveaux instruments pour faire face à la guerre économique entre les États-Unis et la Chine, mais par contre, elle va vouloir continuer à négocier et essayer d'obtenir vis-à-vis des plus faibles, vis-à-vis des États qui sont effectivement en lien direct avec l'Union européenne pour leurs exportations, eh bien, essayer d'obtenir, du point de vue de la Commission, toujours plus de libéralisation du commerce et de l'investissement avec ces pays-là. Donc ça, c'est un petit peu la situation au niveau européen, et peut-être préciser en quelques mots la situation en France. Vous l'aurez certainement noté, le gouvernement ne manque jamais aucune opportunité pour parler de relocalisation. Emmanuel Macron s'est rendu dans plusieurs usines pour indiquer combien c'était une priorité du gouvernement français de relocaliser des activités productives, notamment dans le secteur de la santé, la production de médicaments. D'ailleurs, on a un peu l'image que le gouvernement nous a présentée, c'était que l'enjeu majeur en termes de relocalisation, c'était de reproduire du paracétamol sur le territoire national. Le paracétamol est devenu le symbole même de la relocalisation des activités économiques en France. Mais quand on regarde de plus près ce que fait véritablement le gouvernement, eh bien, quand il parle de relocalisation des activités productives, c'est aussi pour justifier la baisse de 20 milliards d'impôts sur 10 impôts de production à travers le plan de relance. C'est mettre des subventions supplémentaires directes pour les entreprises qui, effectivement, souhaiteraient installer une activité sur le territoire national. Et donc, on a là, finalement, peut-être simplement les nouveaux habits d'une politique économique relativement classique, qui est une politique économique de compétitivité coût, où finalement la relocalisation ne sera possible qu'à condition que les entreprises françaises obtiennent des coûts de production du point de vue du coût du travail et des transports et tout cela, qui soient finalement compétitifs avec les coûts des pays partenaires de la France. Et donc, du coup, c'est à cette condition-là que le gouvernement considère qu'on aura des politiques de relocalisation en France. Alors, c'est bien entendu pas du tout ce que nous avons porté, nous, en termes d'exigence de relocalisation. C'est au contraire sortir de ces politiques de compétitivité coût, c'est sortir du moins-disant social, du moins-disant environnemental, du moins-disant fiscal, et le gouvernement, au contraire, poursuit cette logique-là, c'est-à-dire baisser les impôts pour les entreprises au nom de la relocalisation, faire en sorte qu'il y ait des accords économiques dans les entreprises au nom du maintien de l'emploi et du maintien de l'activité économique sur le territoire national. Et c'est également le fait d'aujourd'hui réduire ou donner la possibilité aux préfets ou aux autorités du pays de faciliter l'implantation d'activités productives industrielles au nom de cette compétitivité et de cette relocalisation. Et ça nous paraît extrêmement dangereux parce que donc du coup, on a un gouvernement qui est en train de se réapproprier le terme de relocalisation, qui est plutôt un terme que nous avons historiquement porté, avec les objectifs de relocalisation sociale, écologique, avec une forte composante de solidarité internationale avec les autres pays, on y reviendra sans doute. Et là, on a un gouvernement qui tente de se réapproprier ce terme-là, et également une partie de l'opinion, puisque, comme le disait Nicolas, les sondages qu'on observe sont à la fois pour le rejet des accords de type Mercosur, mais également pour des politiques de relocalisation d'activités économiques. On a aujourd'hui 9 Français sur 10 qui sont pour des formes d'autonomie alimentaire, qui sont pour des politiques de relocalisation économique. Et donc, on a un gouvernement et un président de la République qui essaye de surfer sur cette vague, mais pour finalement défendre une politique relativement classique qui consiste finalement à voir une pression à la baisse sur la réglementation environnementale, sur les acquis sociaux, sur la pression fiscale, présentée comme telle, au nom de cette compétitivité et de cette relocalisation des activités. Ce que nous portons, nous, en termes de relocalisation d'activités économiques, c'est pas du tout cela, et on va le voir un petit peu plus tard, tel qu'on a pu l'expliquer dans le manifeste pour une relocalisation écologique et solidaire qui a été publié au mois de juillet. Je m'arrête là. Ce que je vous propose, avant de prendre les premières questions, c'est peut-être aussi basculer sur qu'est-ce qu'on peut faire dans la période, quelles sont les choses qui sont dans les tuyaux, comment nous battre sur ces questions-là, et peut-être du coup redonner la parole à Laura et Nicolas, l'un des deux. Laura, si tu veux commencer, sur qu'est-ce qu'on a dans les tuyaux, quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'on cherche à construire dans cette période-ci.
Sur le CETA, il faut clairement pas l'oublier. Moi, je pense que c'est très important si vous faites campagne ou si vous mobilisez contre le Mercosur, de toujours rajouter aussi le CETA, puisqu'il arrivera un moment ou un autre au Sénat et que c'est. Vous savez peut-être mieux que moi, mais je pense que le Sénat, on peut gagner. Il y a pas mal de syndicats agricoles qui sont opposés au CETA, donc il peut y avoir une alliance un peu étrange entre justement les syndicats qui ne sont pas forcément nos alliés d'habitude. Mais c'est surtout, j'ai l'impression de dire tout le temps la même chose depuis des années, mais déjà rien qu'en parler, en parler autour de soi, en fait, j'ai rarement vu quelqu'un me dire « Ah, mais c'est génial cet accord, c'est parfait ». Non, au contraire, plus il sera vu, plus il sera connu, plus il sera entendu et plus on pourra avoir, comme vous le disiez, en fait, l'opinion publique derrière nous. Donc moi, je dirais plutôt que faire qu'est-ce qu'on peut faire sur le CETA, au contraire, qu'est-ce qu'on peut faire sur le commerce en incluant le CETA, le Mercosur, mais aussi tous les autres accords de l'Union européenne actuelle et proposer une alternative dans la relocalisation. Nicolas, sur le Mercosur, les prochaines étapes? Oui, alors prochaines étapes, comme je le disais tout à l'heure, on a une grosse échéance, entre guillemets, quoi, le 9 novembre où l'accord devait être à la base présenté au Conseil européen. Alors, ce qui est important de noter, en fait, avant de parler des actions concrètes qui vont avoir lieu, c'est que cet accord, il faut le rejeter tout simplement, sous quelconque forme, en fait. Il ne faut vraiment pas tomber dans le piège d'une soi-disant réforme, de rajouter des instruments juridiques à côté qui, soi-disant, protégeraient l'environnement. Comme je l'ai dit dans mon intervention, ça, c'est quelque chose, quand on regarde l'histoire des accords de libre-échange, qu'on nous balance, c'est une fumisterie vraiment qu'on nous balance depuis une trentaine d'années. Donc il faut vraiment être clair, il faut continuer la mobilisation et accroître la pression sur Emmanuel Macron, sous le gouvernement français, et le pousser à stopper l'accord à Bruxelles, avec l'aide des États qui ont déjà émis des réserves. J'ai parlé de l'Irlande, des Pays-Bas, etc., l'Autriche, etc. Donc il faut vraiment continuer à mettre la pression là-dessus, donc que ce soit les organisations de la société civile, les experts, les économistes, et tous les citoyens, en fait. Comme disait Laura, c'est important d'en parler à tout le monde. Pendant le confinement, j'ai rencontré mes voisins que je ne connaissais pas. C'est typiquement des gens qui vivent dans des grands immeubles parisiens. Et donc, on discutait un peu de ce qu'on faisait dans nos vies. Et j'étais quand même assez surpris de savoir que beaucoup de gens ne connaissaient pas le CETA, ne connaissaient pas le TAFTA, alors que pour moi, c'est tellement une évidence. Donc, c'est vraiment toujours important d'en parler autour de soi et d'expliquer ce que c'est. Après, concrètement, voilà, avant le 9 novembre, on se profile une semaine de pression, en fait, encore une fois, pour donc, accroître la pression sur nos gouvernants. Et donc, on va avoir une semaine de pression. On va appeler un peu tout le monde à prendre des petites initiatives de droite à gauche, de la manière dont ils le peuvent, en fait. Ça peut être, comme disait Laura, ça peut être parler avec ses voisins, ça peut être aller en ligne et faire du bruit sur les réseaux sociaux. On va mettre sûrement à disposition on devrait mettre à disposition des kits de documents avec des rapports, des kits de mobilisation, etc., quoi. Et aussi important, c'est que nous allons comment dire, écrire une résolution, en fait, un peu non au Mercosur et oui à la relocalisation, à faire une résolution, donc à faire adopter aux collectivités locales. Pardon, je bafouille un peu. Et donc, c'est quelque chose qu'on avait fait lors de la campagne contre le TAFTA et le CETA, donc les accords contre les États-Unis, enfin avec les États-Unis et le Canada. Et c'est quelque chose qui avait beaucoup marché. J'ai plus les chiffres en tête maintenant, peut-être que Maxime et Laura pourront me compléter, mais beaucoup de villes, en fait, s'étaient prononcées hors TAFTA, hors CETA. Donc, c'est quelque chose qu'on veut remettre en place pour rejeter le Mercosur et privilégier la relocalisation, pour avoir un peu une sorte de dynamique qui vienne aussi des différentes villes, à droite à gauche, et pas seulement les dynamiques parisiennes, etc. Et nous allons sûrement aussi mettre en place des instruments des instruments en ligne aussi pour envoyer vos signatures, envoyer vos mécontentements à Macron, pour qu'encore une fois qu'il mette la même. En gros, Macron a un très beau discours en France, mais concrètement, il ne se passe rien à Bruxelles. Et c'est pas en France qu'on arrête l'accord sur le Mercosur, c'est à Bruxelles. Donc, il faut que ça dépasse la frontière, comme je disais tout à l'heure. Après, au niveau international, parce qu'on n'est pas seul, on a une grosse coalition en fait déjà en Europe, comme en parlait Maxime tout à l'heure, sur le Seattle to Brussels, mais aussi international avec nos partenaires, nos collègues
d'Amérique latine. Donc, on espère lancer en fait une grande coalition internationale, notamment avec un site internet où il y aurait plusieurs documents comme des économistes du monde entier qui vont critiquer justement les impacts qu'aura l'accord Mercosur sur le développement durable et différents autres documents. Et je conclus sur une chose, c'est que finalement, on a déjà une petite victoire. On devrait avoir une petite victoire, parce que, comme je disais, l'accord devait être conclu. Enfin, l'Allemagne voulait vraiment mettre la pression pour conclure l'accord avant la fin de l'année, donc le passer au Conseil européen avant de la fin de l'année. C'est très, très, très... il y a très peu de chances que ça se passe. Donc, le 9 novembre, c'est pour ça qu'il faut bien continuer à mettre de la pression en amont de ce Conseil pour célébrer cette victoire, certes limitée, qui n'est qu'un pas vers une plus longue victoire, mais on en a très peu en fait dans ces campagnes contre les accords de libre-échange. Donc c'est là, il faudra en profiter, mais il ne faudra pas se dire que c'est la fin, parce que la bataille va continuer, et voilà. Merci Nicolas. Peut-être juste rajouter un mot là sur cette résolution de collectivité territoriale. C'est vraiment ce qu'on souhaite développer là, dans les semaines à venir et qui permettrait aux groupes locaux, aux collectifs locaux d'avoir clairement une activité extrêmement précise à mener sur cet accord Mercosur, mais également sur les enjeux de relocalisation. Et c'est bien avec cette optique de non à l'accord Mercosur, non à ce qu'il incarne en termes de mondialisation, et oui pour une politique de relocalisation écologique et solidaire dans lequel les collectivités territoriales ont matière à prendre des initiatives, mais également sont fortement limitées dans leur capacité à prendre des initiatives en matière de relocalisation par les traités internationaux que sont les accords de commerce, par également toute une série de directives européennes qui traduisent notamment les accords de l'OMC. Par exemple, il est extrêmement difficile pour une collectivité territoriale aujourd'hui de faire valoir des critères de localisation dans la passation de marché public. Et pourtant, on sait que la passation de marché public est sans doute un des leviers majeurs pour mener et mettre en œuvre une politique de relocalisation d'activité qui soit efficace, qui soit massive dans les années à venir. Donc du coup, c'est une façon, cette proposition de résolution pour les collectivités territoriales, eh bien également de reconstruire une interaction féconde qui soit du local, qui soit positionné sur le local, mais qui articule les enjeux locaux et globaux, et qui permettent également d'interpeller toute une série de collectivités dont certaines disent être favorables à ces enjeux de relocalisation, et dont, par exemple, effectivement, pour l'exemple que donnait Nicolas sur le TAFTA, à la fin, nous avions 2000 collectivités territoriales en Europe qui avaient pris position contre le TAFTA et le CETA, soit 75 millions de personnes en Europe qui étaient couvertes par une collectivité s'opposant à l'accord. Donc c'est aussi une façon de montrer qu'il y a un engagement massif à ce sujet-là. Et comme sur l'accord UE-Mercosur, on est vraisemblablement parti pour un bon bout de temps de situation indéterminée où ils ne voudront pas abandonner l'accord, mais ils ne pourront pas trop le faire avancer, et bien donc du coup, on a peut-être le temps d'arriver à des prises de position aussi importantes sur cet accord-là. Et il n'y a aucune raison finalement qu'une collectivité territoriale aujourd'hui, sur votre territoire, s'oppose à signer une collectivité à signer une résolution de ce type. Aucun élu local ne prendra la responsabilité de dire « moi je suis pour l'accord UE-Mercosur ». Et donc du coup, utilisons cette brèche-là pour essayer d'organiser, y compris au niveau territorial, une bataille sur à la fois contre le Mercosur, pour renforcer la pression, et également donc du coup sur la relocalisation, et qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que fait la collectivité en matière de relocalisation agricole, de soutien aux petites entreprises, voilà. Je vais en rester là. Je me permets juste de vous signaler qu'avec notamment Amélie Canon, nous avons signé un long papier sur ces enjeux de relocalisation où on a essayé de détailler quels sont les principes à suivre. Qu'est-ce que ça veut dire relocalisation écologique et solidaire dans une perspective altermondialiste? Donc il y a la tribune au Monde que vous avez sous les yeux, mais également donc un papier qui a été publié dans un bouquin fin août et qui essaye de préciser ce que ça signifie. Et par exemple, quand on parle de relocalisation écologique et solidaire, l'enjeu, c'est pas de rapatrier les usines textiles des grandes métropoles
d'Asie du Sud-Est. La question, c'est bien de faire décroître le flux de marchandises, le flux d'énergie, le flux de matières premières qui sont nécessaires pour produire ce dont on a besoin pour vivre. Et donc, du coup, de repenser la question des besoins, de la penser en articulation avec les lieux où nous vivons, avec les dynamiques territoriales. Ce sont ces enjeux-là qu'on veut mettre sur la table. Du coup, peut-être revenir aux questions. On avait une question donc, de Baptiste qui nous disait comment remplacer les accords favorisant les acteurs privés avec des accords qui favoriseraient les habitants. Peut-on créer de nouveaux accords et s'assurer donc du coup qu'on n'ait plus des accords de ce type-là? Pour résumer la question, Laura, qu'est-ce que tu veux t'avancer sur cette question-là? Alors, moi, je ne pense pas qu'on peut remplacer les accords qui sont en cours de négociation de l'Union européenne. Je pense qu'on peut juste les abandonner. On vit très bien son jeu et on vivra encore mieux son jeu. Après, est-ce qu'on doit faire des nouveaux accords de commerce? Non, je pense qu'il faut repenser en général toute la politique commerciale internationale. On est à un moment clé où l'Organisation mondiale du commerce ne fonctionne plus bien et donc c'est un bon moment pour se dire, bon, mais quel type de politique commerciale on veut? Mais en fait, derrière ça, c'est qu'est-ce qu'on pense quand on pense au commerce jusqu'à présent? Et je me souviens d'un ancien commissaire européen qui l'avait dit clairement, la politique commerciale de l'Union européenne, c'est ouvrir des marchés pour les multinationales européennes à l'étranger. Donc, tant qu'on est dans ce schéma-là, de toute façon, n'importe quel accord qu'on écrira restera dans cette optique-là. Donc, on aura toujours ce sera toujours en confrontation avec les priorités sociales, environnementales, écologiques et autres. L'endroit pour repenser la politique commerciale internationale, c'est le Conseil, puisque ce sont les États membres qui donnent cette impulsion à la Commission. Donc, c'est pour ça que c'est très important toujours d'agir au niveau national, même si parfois on a l'impression que Bruxelles, c'est très loin, très éloigné. Finalement, pas tant que ça, puisque ce sont quand même les États membres au Conseil qui donnent l'orientation commerciale de la politique européenne. Il y avait aussi une question sur le référendum, donc juste pour que ça soit peut-être un peu plus clair, parce que parfois je sais que la politique européenne, c'est un grand mystère. Donc les États membres donnent un mandat à la Commission pour aller négocier. La Commission revient aux États membres, ils approuvent cet accord ou pas, et ensuite c'est le Parlement européen qui décide. Si cet accord a des tribunaux d'arbitrage, alors les parlements nationaux peuvent décider. Donc le référendum, c'est pas pour le moment quelque chose qui est possible dans la façon dont les accords sont négociés, mais après c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer dans un futur. Nicolas, si tu as un mot à dire sur cette histoire de faut-il des accords de commerce, comment on l'a construit cette alternative à la politique commerciale européenne aujourd'hui? En fait, à mon avis, hein, finalement, c'est dans l'autre sens qu'il faut plutôt réfléchir à la question, c'est-à-dire c'est pas quelle politique commerciale, ne pas commencer par la politique commerciale en quelque sorte, mais commencer par la vision politique. Souvent, on nous dit qu'on est des protectionnistes, qu'on veut se replier sur nous-mêmes, c'est des critiques qui nous viennent, qui sont très faciles d'ailleurs, mais alors que ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas une question de se refermer sur soi-même, en fait, c'est vraiment de la question de réfléchir sur un monde beaucoup plus juste et équitable pour tout le monde, c'est-à-dire aussi bien les populations en Europe, en Afrique, etc., même s'il ne faut pas être utopiste non plus, mais on peut réfléchir quand même à des moyens donc, beaucoup plus solidaires, repenser à justement une sorte de relocalisation, par exemple, solidaire, c'est-à-dire pas on se replie sur soi-même, mais on essaye de voir comment tous ensemble on construit un monde un peu plus équitable. Surtout que ces accords, on appelle ça accords de libre-échange, accords commerciaux, mais finalement, ces accords modernes, il y a très peu, ils sont très peu il y a vraiment très peu de commerce, finalement. C'est des accords qui portent surtout sur des règles, en fait, et la capacité des gouvernements à réguler, en fait. Et comme disait, je crois que c'était Laura qui venait de dire ça, hein, que c'est des accords qui sont là pour donner des parts de marché à des entreprises. Et comment on fait ça? Justement en imposant des règles à des États, à des gouvernements, donc à des citoyens. Et c'est ce que font ces accords actuellement. On va les forcer à adopter des règles en matière d'investissement, donc ça peut être sur la protection des investissements comme l'arbitrage. En matière d'agriculture, on va interdire à des agriculteurs de réutiliser leurs semences, ce qui paraît hallucinant. Et ça, c'est dans des accords de libre-échange. On interdit à des agriculteurs, à travers des accords de libre-échange, à pouvoir échanger leurs semences les uns avec les autres, ce qui est quand même assez hallucinant. Donc il y a toute une vision sociétale en fait à repenser, et cela, ça part vraiment
ça part des pays, ça part des citoyens, ça part vraiment du bas, en quelque sorte, et ça ne se décidera pas à Bruxelles. Juste, je voudrais rajouter un élément en continuant sur ce qu'a dit Laura. C'est que la politique commerciale européenne, aujourd'hui, elle n'est pas uniquement impulsée par les accords qui fondent l'Union européenne. Cette politique commerciale européenne, elle est également très largement impulsée par la Commission européenne et le Conseil européen, qui sont quand même très dépendants de ce que décident de faire les États membres. Et donc, du coup, si demain un État européen important ou plusieurs États alliés étaient en mesure de dire stop, nous ne voulons plus accroître la globalisation et la libéralisation du commerce et de l'investissement, ce serait une nouvelle donne à l'échelle européenne. Et s'ils ne le font pas, c'est qu'aujourd'hui, tous ces pays partagent de fait le fait de sauver ou de vouloir sauver cette globalisation. Et donc, du coup, Emmanuel Macron le premier. Et donc, du coup, la question aujourd'hui n'est pas nécessairement de savoir si la France, hors de l'Union européenne, mènerait une politique commerciale différente. Aujourd'hui, Emmanuel Macron tente de sauver le principe de cette mondialisation-là, et y compris même de l'accroître et de faire que la France sorte grandie dans cette compétition internationale avec ses politiques de compétitivité qui passent par le plan de relance et qui passent par le fait de dire à Paris « je m'oppose à l'accord UE-Mercosur » et son ministre du Commerce de dire à Bruxelles « nous allons tenter de ne pas jeter 10 ans de travail sur cet accord-là ». Donc du coup, simplement pour exprimer nous, ce qu'on voit comme alternative, c'est qu'à un moment donné, il faut gagner et les obliger à devoir abandonner un accord tel que l'accord UE-Mercosur, et qui sera, si un abandon de ce type arrive, une déflagration telle que l'ensemble des politiques commerciales européennes devront être revues. Et ce sera une bataille pied à pied pour s'assurer qu'elles soient revues dans le bon sens. Mais en tout cas, c'est la façon dont on pense qu'il est possible de déverrouiller une alternative en termes de politique commerciale à l'échelle européenne. On va peut-être revenir... alors, une question, compte tenu du contexte sanitaire et de l'échéance de la mise en place de l'accord, quels sont les moyens de mobilisation actuels? Est-ce que Laura ou Nicolas, vous voulez préciser là-dessus? Peut-être juste quelques idées. Je pense que vous êtes dans les collectifs locaux et parmi les militants qui nous écoutent, je pense que vous avez plein d'idées, vous avez certainement fait plein de choses, mais bon, malgré le Covid, on peut toujours faire une pétition, forcément beaucoup plus en ligne que sur papier, mais c'est toujours possible. L'interpellation des décideurs politiques, c'est également possible malgré le Covid. Faire des interpellations sur les réseaux sociaux, mais aussi par email, vous pouvez les appeler, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Au niveau local, ces histoires de Moncio, c'est vraiment très important. C'est aller dans votre conseil communal. Je sais pas comment, je sais plus comment on dit en France, mais vous allez voir conseil municipal. Voilà, on dit en France, pardon. Vous pouvez déposer des motions. Je sais que pendant la campagne contre le TAFTA, il y avait aussi des petites pancartes qu'on mettait sur le nom des villes et des villages en France. Donc ça aussi, c'est important. Après, il y a encore les autocollants, les affiches. Vous avez des bureaux de députés, de votre député qui sont près de chez vous, certainement. Une affiche, un autocollant, un rendez-vous, c'est toujours possible. Et puis après, il y a plein de moyens créatifs de faire des actions. Moi, je sais qu'on est en train de monter une action pour faire du vélo autour de la commission, et puis on va tous prendre une banderole, et puis on sera à 1,50 m et on va tourner autour de la commission. Il y a toujours moyen, toujours moyen. Je pense qu'il ne faut pas laisser tomber, il faut juste repenser les façons de faire, mais il y a toujours moyen de faire entendre sa voix. Enfin, sur les enjeux Mercosur et relocalisation, on peut faire entendre sa voix contre le Mercosur et pour la relocalisation, ce qui nous permet, y compris, d'aller chercher éventuellement et d'aller travailler avec des organisations ou avec des gens qui travaillent en local sur des alternatives concrètes et qui pourraient être intéressés par soutenir une résolution de ce type auprès d'une collectivité territoriale. Il y a Baptiste qui nous demande quels sont nos soutiens politiques nationaux qui peuvent agir et s'opposer aux accords que nous dénonçons. Et donc, du coup, je vais préciser sur le Mercosur, parce que peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment précisé au début. L'accord UE-Mercosur, aujourd'hui, il se bloque au niveau européen. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de s'assurer que la France construise une coalition avec les autres pays européens qui sont critiques sur cet accord-là pour que l'accord ne passe jamais l'étape du Conseil européen. L'étape, normalement, de cet accord, c'est passer au Conseil européen, aller au Parlement européen, et après, suivant différentes hypothèses, mais pas certaines, peut-être
aller au niveau de la ratification dans chacun des États, voire chacune des sous-régions de chaque État, pour la Belgique, principalement. Et ça, c'est pas certain que ça arrive. Et donc, du coup, pour l'instant, la meilleure façon de batailler sur l'accord UE-Mercosur, c'est d'interpeller directement le gouvernement pour qu'il mène bataille à Bruxelles. Sur le CETA, on l'a vu lors du vote à l'Assemblée nationale, se sont opposés à l'accord du CETA les communistes, les écologistes, quasiment tous, même ceux, enfin bon, bref, on peut discuter s'il y a des écologistes dans le groupe En Marche, les membres de la France Insoumise, la droite et l'extrême droite. Et avec un certain nombre d'élus de la majorité qui soit ont eu piscine et ne se sont pas rendus en séance, soit sont abstenus, voire certains qui ont voté contre. Ça, c'est au niveau du CETA. Ensuite, si le vote devait avoir lieu au niveau du Sénat sur le CETA, aujourd'hui, le vote serait contre au Sénat, puisque, notamment en raison d'une mobilisation extrêmement forte du monde agricole, y compris de la FNSEA, donc y compris d'agriculteurs et du monde agricole et du lobby agro-industriel français, ou d'une partie d'une partie en tout cas, il se trouve que la droite voterait contre le CETA au Sénat, et que donc du coup le projet de loi de ratification reviendrait à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la réalité que nous avons aujourd'hui. Au niveau du Parlement européen, on a à peu près la même configuration politique. C'est que globalement, les Verts, le parti qui rassemblait gauche européenne, et une partie de ce qui reste de la social-démocratie en Europe, votent systématiquement contre tous les accords de commerce. Et après, ponctuellement, sur certains accords, il peut y avoir la totalité des partis sociaux-démocrates européens, ce qui n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir une partie des gens qui sont en alliance avec Emmanuel Macron, donc ce qu'on appelle le groupe maintenant qui s'appelle Renew Europe, dont une partie va, par exemple, se positionner aujourd'hui contre l'accord UE-Mercosur. La droite est en général beaucoup plus systématiquement en faveur de ces accords de libéralisation au niveau du Parlement européen. Et l'extrême droite, ou les extrêmes droites européennes, sont systématiquement contre ces accords, et après il faudrait regarder pays par pays. Donc voilà la situation qu'on a au niveau politique. Et après, je me permets juste d'insister sur le fait que la pression, il faut l'effectuer à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus de manière systématique que l'ensemble des partis politiques interviennent extrêmement régulièrement sur ces sujets-là, dès qu'ils peuvent et tout cela. Donc il faut maintenir une pression haute, et que l'enjeu majeur pour nous, c'est que si on laisse cette question du commerce international sans intervenir publiquement, massivement, sans intervenir nous avec nos propositions de relocalisation écologique et solidaire à visée internationaliste, et bien à la fin, ce seront les extrêmes droites qui en tireront profit. Donc du coup, il est absolument clé de notre point de vue pour l'avenir d'être extrêmement fort en termes d'expression publique contre ces accords et pour une alternative qui est la relocalisation écologique et solidaire à perspective internationaliste. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Laura, Nicolas? Peut-être juste pour vraiment un mot de conclusion, je pense que finalement, cette lutte contre le libre-échange, actuellement, elle est d'autant plus urgente que, contrairement à il y a une vingtaine d'années où cette lutte avait déjà été assez forte et avait pris une grosse ampleur, maintenant on a quand même une crise environnementale et climatique qui est encore plus grande que ce qu'elle était à l'époque, et on est vraiment dans l'urgence. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire prendre conscience, je pense, aux citoyens, aux gouvernants, parce qu'on ne peut pas rester sur ce modèle ad vitam aeternam. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qu'on doit tous garder à l'esprit, à mon avis. Merci. Bien, donc, du coup, on va conclure avec quelques minutes d'avance, sauf si Laura, tu veux dire quelques mots supplémentaires?
Donc, du coup, simplement pour vous dire que vous avez tout plein de ressources sur tous ces sujets-là qui vous ont été mises pour ceux qui ont regardé la vidéo via Facebook, dans le chat de Facebook, je pense. Que toutes ces ressources sont globalement soit sur nos sites respectifs, le site de l'ETEC, le site Attaque France, le site des Amis de la Terre, mais également le site du collectif Stop TAFTA, CETA, Mercosur, sur lequel vous pouvez trouver toute une série d'informations. Et qu'en ce qui concerne les activités, y compris donc cette résolution vers les collectivités territoriales, mais également tout ce qui serait possible de faire dans cette semaine de pression sur l'accord UE-Mercosur au début du mois de novembre, eh bien, vous aurez certainement très rapidement des informations qui vous parviendront par mail, via nos organisations ou via le collectif Stop CETA, et en tout cas, tout sera mis en ligne sur le site du collectif. Derrière cette soirée, je voudrais remercier Elodie, Alexis, Franck, j'en oublie certainement, qui ont participé à la préparation de la soirée, à sa publicisation, au fait que ce soit possible techniquement, que ce soit transmis sur les réseaux sociaux et tout cela. Merci beaucoup Laura, merci beaucoup Nicolas. On se dit à très bientôt pour des soirées de ce type-là. L'objectif d'Attaque, avec ou sans partenaire, était d'organiser des soirées relativement régulières, y compris cette période de non-confinement, mais on ne sait pas trop où ça nous emmène. Donc vraisemblablement, vous aurez des informations prochainement sur d'éventuels webinaires de ce type dans les semaines à venir. Merci à toutes et à tous. Bon courage pour tout et à très vite dans ces batailles essentielles contre les accords de libre-échange et pour la relocalisation écologique et solidaire. Bonne soirée à tout le monde.